à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition du vendredi 21 septembre. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Nous vous amènerons au Liechtenstein pour la 12e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe. Nous retrouverons Daniel Mesguich à la roseraie Princesse Grace pour une série de lectures nocturnes. Le Jardin exotique présente sa nouvelle édition de l'exposition Quand fleurissent les sculptures. Et en fin d'édition, l'on retrouvera Émilie Rousseau en compagnie de Rémi Camus. Je vous rappelle qu'il a bouclé la semaine dernière son Tour de France à la nage. Son objectif était de sensibiliser la population à la protection de l'environnement. Il nous en parlera dans ce journal. La 12e conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe s'est tenue à Vaduz, dans la principauté du Liechtenstein, un événement auquel participait le président du Conseil national, Stéphane Valéry, accompagné d'une délégation monégasque. Christine Datomel et Lionel Bernardi étaient sur place. Reportage. Direction la capitale du Liechtenstein. Lieu de résidence de la famille princière, Vaduz abrite les sièges des principales institutions de la principauté et constitue une place financière internationale. C'est dans ce lieu, entre lac et montagne, que Stéphane Valéry, accompagné d'une délégation monégasque, a participé à cette conférence de haut niveau parlementaire et qui permet de mieux connaître les spécificités des petits États d'Europe, tout en renforçant les liens qui les unissent. Dès son arrivée mercredi, Stéphane Valéry a été accueilli au siège du gouvernement par le président du Parlement du Liechtenstein, Albert Frick. On est tous petits, donc on a à peu près le même destin. Et comme ça, on peut très bien profiter des expériences des autres petits pays. On a vu aujourd'hui qu'on a des expériences très différentes. Et je pense que l'échange est très important pour nous. Et si cette année, c'est le Liechtenstein qui a organisé cet événement, les parlements d'Andorre, de Chypre, de l'Islande, du Luxembourg, de Malte, du Monténégro, de Saint-Marin et de Monaco étaient représentés. Dans l'hémicycle, 9 parlements réunis pour débattre sur des thématiques d'intérêt commun. Stéphane Valéry est intervenu lors de cette conférence pour évoquer les enjeux politiques auxquels doit répondre la principauté. Il a rappelé que les marges de manœuvre des États de petite dimension sont plus restreintes sur une scène internationale face à celle de puissants territoires, mais que la petitesse peut s'avérer être une image de marque. C'est très important pour nous, les 9 présidents des parlements des petits États d'Europe, de nous retrouver une fois par an, car on se rend compte dans les différentes instances internationales parlementaires où nous siégeons que nous avons souvent des intérêts communs à défendre, des problématiques communes, et que bien évidemment, si nous nous coordonnons, si nos représentants parlent de la même voix, à 9, c'est très important dans les organismes internationaux parlementaires. On peut avoir souvent d'ailleurs une voix par pays. Donc 9 voix, ça compte dans le concert des nations. Et il y a aussi des instances internationales où nos 9 voix réunies de tous nos parlementaires comptent beaucoup et même plus parfois que la voix d'un seul grand pays. Donc chacun y trouve son intérêt et les sujets ne manquent pas. Pour moi, c'est toujours avec nostalgie que je participe à ces conférences, car on l'a créé à Monaco à l'initiative du Conseil national lorsque j'étais président en 2006, car on ne le sait pas assez, mais tous ensemble, nous représentons 3 millions quand même, 3 millions d'habitants. Lors de cette conférence, la vice-présidente du Parlement monégasque, Brigitte Boccon-Pagès, a également pris la parole pour évoquer la reconnaissance à l'international de la principauté de Monaco et l'origine de sa souveraineté, des propos confirmés par José Badia lors de son allocution. Le président de la Commission des relations extérieures est revenu sur les priorités de Monaco et sur la place que la principauté occupe au sein des organisations internationales. Et si les réunions qui ont animé cette 12e édition ont permis aux présidents de parlement de partager leurs expériences et d'entretenir de bonnes relations, la 13e conférence des présidents de parlement de petits États d'Europe se tiendra en 2019 à Chypre. Vous l'avez entendu, la prochaine conférence des présidents de parlement de petits États d'Europe se tiendra à Chypre en 2019. Et en marge de cette 12e conférence, une réunion tripartite entre Monaco, Saint-Marin et Andorre s'est tenue. L'occasion pour les présidents de faire le point sur l'état d'avancement des négociations en vue d'un accord d'association avec l'Union européenne. Nous avons profité bien sûr avec Andorre et Saint-Marin, avec les
présidents respectifs des parlements, de nous retrouver, car c'est le sujet le plus important du moment pour nous, la négociation d'un éventuel traité d'association avec l'Union européenne. Et nous avons bien sûr là aussi des intérêts communs, celui de faire comprendre aux négociateurs européens, aux députés européens que nous rencontrons, que Monaco et les deux autres petites nations doivent maintenir leur particularisme dans ce traité. Mais il faut le dire, Monaco doit être encore plus vigilant, encore plus prudent, encore plus exigeant, car nous avons une attractivité exceptionnelle, un modèle économique et social à nul autre pareil, et donc le Conseil national est extrêmement vigilant avec le gouvernement pour que dans cette négociation on préserve les intérêts des Monégasques et les particularités et les spécificités de Monaco. Une journée qui s'est clôturée au château de Vaduz. Les parlementaires ont été reçus ensuite en audience privée par le prince héréditaire du Liechtenstein. Les actionnaires du groupe Monte Carlo SBM avaient rendez-vous en cette fin de semaine pour la traditionnelle assemblée générale. L'occasion pour Jean-Luc Biamonti, président délégué, de présenter plusieurs résultats, le bilan de la saison estivale, mais aussi l'avancée des grands travaux comme ceux à l'hôtel de Paris. Écoutons-le au micro de Sandrine Nègre. On tient en septembre l'Assemblée qui s'occupe de l'exercice qui a commencé le 1er avril 2017, s'est clôturé le 31 mars 2018. C'était un exercice qui était l'exercice du retournement, tout doucement. On a fait beaucoup de travaux de fond dans cette société. Au cours de l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2018, on a vu les premiers fruits puisqu'on a un peu réduit la perte opérationnelle et sensiblement réduit la perte nette. Et je peux vous dire que les premiers mois, qui sont des mois importants, puisque pour nous c'est la haute saison, les premiers mois de l'exercice en cours sont très positifs. Dans un avenir très proche, on va pouvoir voir terminer l'hôtel de Paris et One Monte Carlo. Oui, puisque maintenant les dates de livraison définitives s'approchent. Vous savez que l'hôtel de Paris n'a jamais été totalement fermé, mais nous allons le réouvrir entièrement et les travaux seront complètement finis pour les fêtes de fin d'année. Alors, je dis le 15 décembre, ça sera peut-être le 18 ou le 20, mais en tout cas, on sera ouvert entièrement pour les fêtes de fin d'année. Et pour ce qui est du One Monte Carlo, l'ouverture officielle est prévue pour le 22 février 2019. Et une dernière question justement concernant l'hôtel de Paris, avec une belle anecdote que vous venez de nous présenter, une pièce de journal qui date, je crois. Oui, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une tradition dans le milieu des ardoisiers de mettre dans l'espace qu'ils ont couvert le journal du jour où ils ferment, pour prouver aux générations futures que l'étanchéité est bien faite. Et donc quand on a quand même, vu qu'on refaisait tout l'hôtel, on a démonté le clocheton avec des ardoisiers, on ne l'a pas fait nous, on a fait venir des ardoisiers, on a démonté le clocheton et ils ont retrouvé un journal italien du 12 ou 19, je sais plus, 12 août 1909 en parfait état. J'ai montré la photo tout à l'heure. Autre genre de conte, cette fois à la roseraie Princesse Grace. Le public avait rendez-vous avec Daniel Mesguich pour des lectures nocturnes organisées par la Fondation Prince Pierre de Monaco. Le reportage est signé Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Mourad se frotta les yeux, comme s'il émergeait du sommeil, et apercevant les femmes qu'il observait, il prit conscience de l'obligation de devenir un saint. Le cadre est idyllique, la voie est unique, sous des températures d'été indien. Tout était réuni ce mercredi pour les lectures nocturnes organisées par la Fondation Prince Pierre de Monaco. Des extraits de romans lus par le comédien Daniel Mesguich à la roserie Princesse Grace. L'objectif est de faire découvrir les textes qui ont été sélectionnés par le jury de la Fondation Prince Pierre en tout premier lieu et surtout ensuite de prendre un très grand plaisir à être installé confortablement dans les transats et de découvrir dans cette superbe soirée de septembre des textes lus par un très bel artiste. Donc je crois que c'est un beau cadeau que la Fondation Prince Pierre offre à son public. Une soirée de détente pour les spectateurs attentifs et amoureux de littérature, installés tranquillement sur des transats autour du mur d'eau de la roseraie Princesse Grace. C'est une façon d'entendre la littérature, non pas à partir d'un livre qui est pour certains, pas tous, mais pour certains, une forteresse imprenable. Un livre, c'est difficile, on est seul devant lui. On regarde et on écoute, quand on est spectateur de ce genre de soirée, je crois qu'on regarde et on écoute quelqu'un qui est en train de lire. Et c'est plus facile de se concentrer sur quelqu'un qui est en train de lire, plutôt que d'être soi-même celui qui lit. Voilà, donc ça c'est une chose. Mais j'espère bien que ça donnera
l'envie et le goût aux gens de lire la suite, enfin les autres passages de ce livre, de tel ou tel livre. Le célèbre homme de théâtre a lu des extraits d'œuvres des écrivains sélectionnés pour le prix littéraire, 5 au total, René Tsekati, Annie Ernaux, Linda Lay, Toby Nathan et Maurizio Serra. Sachez que le palmarès de la Fondation Prince-Pierre sera proclamé le jeudi 4 octobre à 20h à la salle Garnier. L'entrée sera libre dans la limite des places disponibles. Ces deux-là s'étaient mariés comme tous les autres, mais ils avaient obtenu l'amour en prime. Un don de Dieu, assurément. Le Jardin Exotique accueille la 10e édition de l'exposition Quand fleurissent les sculptures. Dominique Poulain vous propose de découvrir le travail de ces sculpteurs et ces photographes du Comité national monégasque de l'AIAP auprès de l'UNESCO. Reportage. Au gré des allées du Jardin Exotique, 14 sculpteurs exposent leurs œuvres. Ils sont monégasques ou de la région et ont été sélectionnés par le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Des sculptures au style varié, exposées dans le cadre de la 10e édition de Quand fleurissent les sculptures. C'est une réussite qui a commencé très petite et au fur et à mesure, elle a pris de l'âge. Et donc je crois comme tout être humain, on grandit, on devient sage et c'était quelque chose de magnifique. Je peux féliciter tous les sculpteurs car on s'est un peu heurté au début et c'est normal à des œuvres réduites et là on commence déjà à voir quelque chose qui s'intègre vraiment et très bien sur le plateau du jardin. Ces sculptures sont faites à base de matériaux multiples, comme l'acier, l'aluminium, la céramique, la résine, le marbre ou encore la porcelaine. Parallèlement à cette exposition, 22 photographes présentent eux aussi leurs travaux dans la petite serre du Jardin Exotique. Contrairement aux sculpteurs, les photographes devaient respecter une thématique. Cette année, le thème retenu était le végétal. Depuis 2 ans, un concours est organisé afin de récompenser un artiste sculpteur et un artiste photographe. Pour la sculpture, c'est Serge Dos Santos qui reçoit le prix du maire pour sa sculpture Conscience. Pour la photographie, c'est Rita Saïta qui remporte le prix du directeur du Jardin Exotique pour son brin de lavande. J'aime les couleurs et j'aime les parfums et c'est la situation idéale avec la lumière. Donc je suis inspirée pour la lavande. C'est une sphère qui représente une conscience. J'aime bien, dans mon travail, j'aime bien parler d'existentiel. Et je me suis dit qu'une conscience est assez immatérielle et je voulais un peu faire une représentation de ce qu'est une conscience. Et c'est un mélange de terre mêlée, c'est du grès noir et de la porcelaine. Voilà, ce qui est un peu notre symbole dans la conscience. Il y a tellement de choses dans une conscience. Et puis, sans aller trop loin, voilà quoi. Et puis c'est une pièce qui a cuit à 1280 degrés. Donc c'est très très dur et qui j'espère va tenir dans le temps. Lors du vernissage, Marie-Laure Pastorelli, la secrétaire générale de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO, se voit elle remettre la médaille de la ville de Monaco pour son implication et la réussite de l'événement. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. La Art Gallery Show propose une toute nouvelle exposition. Elle s'intitule Glam et elle propose en très grande partie les œuvres de l'artiste J.M. Collel, un artiste qui a exploré divers médiums tels que la mosaïque, la peinture et la sculpture. Plus récemment, il s'est tourné vers le portrait, mais pas n'importe quel type, inspiré par la technique du dessin en hachures croisées. Les traits de ces personnages sont recréés avec une telle précision que l'on peut voir une photographie réaliste surgissant à distance. L'exposition est proposée pendant 7 semaines à la galerie rue des Oliviers. Je vous en parlais précédemment, il est l'heure à présent de retrouver Émilie Rousseau en compagnie de Rémi Camus. Rémi Camus, bonjour. Vous venez de réaliser un véritable exploit, un Tour de France à la nage. Tout d'abord, est-ce que l'on peut revenir sur cet exploit? Vous êtes parti le 1er juin de Dunkerque. Vous êtes arrivé le 16 septembre dernier à Monaco. C'est ça. D'où vous est venue cette idée de vous lancer dans un Tour de France à la nage?
En 2011, j'étais maître d'hôtel dans la restauration. Un soir, maman m'appelle, me dit j'aimerais bien qu'on prenne des vacances ensemble. Donc elle m'invite à rejoindre la Bretagne. Donc je pars la rejoindre en Bretagne. Elle avait loué une petite maison. Le soir, je la questionne sur ses intentions, qu'est-ce qu'on va bien faire de cette semaine de vacances. Elle me dit demain, il y a une brocante, tu vas voir, c'est génial. Je lui dis, mais tu m'as fait traverser la France pour une brocante, mais tu vas voir, ça va être bien. Et effectivement, c'était bien. J'ai rencontré une femme qui vendait en fait toute sa collection de livres. Et il y en a un qui m'a qui a attiré mon attention, c'était Jamel Bali, un franco-marocain qui a traversé l'Amérique en courant. Il a fait 24 000 km en 1 an et demi. Et donc, j'ai acheté le livre, il m'a coûté 5 €. Et je me suis dit, si lui, il a réussi, moi aussi. Je suis revenu sur Genève avec cette thématique de dépassement de soi et j'ai monté ma première aventure. Donc, je suis parti en Australie et j'ai traversé le continent australien. Et j'ai appris ce que c'était la soif, au point de presque mourir déshydraté en plein désert. Et donc, j'en ai fait mon cheval de bataille. Je suis revenu en France, j'ai fait des conférences dans les écoles et en entreprise. J'ai monté ma deuxième aventure. Là, je suis parti au Tibet et j'ai nagé avec un hydrospeed les 4400 km jusqu'au delta du Mékong dans le Vietnam pendant 6 mois pour rencontrer les populations locales qui bordent le fleuve. Et du coup, de fil en aiguille, on se rend compte que le fleuve Mékong est un fleuve qui est extrêmement pollué avec d'innombrables déchets qui sont déversés dans le fleuve, faute d'éducation, d'infrastructure, peu importe la raison, mais en attendant, ils sont là. Et il y a 70 millions de personnes qui contribuent à cette pollution. Et tout ça termine dans le delta du Mékong au Vietnam, puis termine à un moment donné sa course dans les mers et les océans. Et je voulais vraiment marquer le coup, enfoncer le clou sur cette problématique de la préservation des eaux, et notamment à cause de cette pollution qu'on peut retrouver, pollution visuelle principalement. Et donc ce Tour de France à nage est un clin d'œil à mes projets un peu que j'ai fait dans le passé, pour montrer que ce qui se passe là-bas, ça nous concerne également ici. Ce n'est pas parce que les déchets sont déversés au bout de la planète que ça ne vient pas nous affecter ici en France. Et donc on a commencé donc, le 1er juin effectivement à Dunkerque, à Malo-les-Bains exactement. Et on est arrivé donc, le 16 septembre à Monaco après avoir fait 2650 km. Je dis toujours on, ou nous, parce que j'étais le seul à nager, mais on était toute une équipe pour l'assistance. Et donc voilà, un périple de 3 mois et demi pour porter ce message sur la préservation de l'eau en tout cas. C'était combien de kilomètres environ par jour C'est une trentaine de kilomètres. On a fait des très grosses étapes à plus de 40, 45. On a fait des étapes un peu plus petites. Oui, le matériel. Donc on a fait celui-ci lorsque les conditions étaient extrêmement compliquées avec des passages, des déferlantes où il fallait tout simplement passer entre des gros rochers. Je me rappelle par exemple la presqu'île de Quiberon, où on a la presqu'île d'un côté et puis les rochers qui se sont détachés de l'autre, et on a une passe qui fait à peu près 5 mètres entre les deux, et on avait 2 mètres de creux sur cette journée, donc il fallait passer rapidement. Donc c'était plus facile d'être allongé sur le flotteur. Et puis après j'avais donc celui-ci qui était plus un engin que je tractais, où je pouvais mettre de la nourriture et de l'eau à l'intérieur, ce qui me permettait surtout d'avoir une visibilité, premièrement, une sécurité lorsque le bateau ne pouvait pas s'approcher de moi, et d'avoir voilà, un support qui me permette de franchir certains passages délicats. J'imagine que ça a dû être une grosse organisation également, aussi bien du côté administratif. Vous l'avez dit aussi, vous êtes allé à la rencontre d'enfants, vous avez organisé des conférences pour sensibiliser les gens à la protection de l'eau, à la préservation également de l'environnement marin. Oui, on a mis en place ce projet en presque 8 mois. Et en fait, c'était un combat administratif, principalement. La France est régie par beaucoup de règles, de lois sur tout ce qui est maritime, etc. Donc il a fallu contacter beaucoup de personnes pour pouvoir avoir des autorisations pour naviguer au-delà des 300 mètres pour la réglementation. Et donc ça a été un combat administratif. Et puis effectivement, on parle de ce message qu'on veut faire passer auprès des personnes. Les 91 étapes que nous avons eues sur le Tour de France à nage étaient ponctuées tous les soirs d'un message. Donc il me fallait des fois 2-3 minutes au début pour récupérer, et puis à la fin presque 10 minutes pour réussir à sortir de l'eau et récupérer, reprendre mes esprits. Mais tous les soirs, je délivrais le même message sur la préservation de l'eau, pourquoi est-ce qu'il fallait préserver notre environnement. Et on l'a fait, on a eu beaucoup de chance, on l'a fait plusieurs fois au mois de juin. On a eu quelques classes qui sont venues sur le Tour de France à la fin des étapes, donc on a pu délivrer le message auprès des enfants, et c'est ce qu'on va refaire par la suite, parce que la restitution est très importante dans un projet, et donc là on va pouvoir le faire prochainement avec un Tour de France en voiture,
avec voilà, le Tour de France des écoles pour vraiment sensibiliser et expliquer un peu aux enfants pourquoi est-ce qu'un jour il y a un mec qui s'est jeté à l'eau pour faire un Tour de France à la nage. Voilà, vous nous l'avez dit lors de votre arrivée à Monaco. Ce que vous voulez qu'on retienne surtout, c'est votre message, pas qu'il y ait un mec, comme vous l'avez dit, qui a fait le Tour de France à la nage, mais surtout le message que vous avez essayé de faire passer à toute la population, mais également aux politiques. C'est exactement ça. Je ne veux pas que les gens se souviennent d'une personne qui a nagé, mais vraiment du message, la préservation des eaux. Nous, en fait, on a fait tout simplement une petite action de sensibilisation, hein, même si ça paraît fou comme projet, mais c'est qu'une petite action parmi des milliers qui sont mises en place. Et donc, on a juste mis une petite action de sensibilisation avec notre équipe, où on a fait vraiment le Tour de France à la nage, mais chacun, je cesse de le répéter, et des fois, je me demande même si je ne me le dis pas moi-même, hein, mais je cesse de le répéter. Chacun a la possibilité de changer les choses, chacun a la possibilité de mettre en place des actions, arrêtez d'aller voir les autres et de dire ce qu'il fait, c'est pas bien, etc. Faites les choses. Promenez-vous, ramassez des déchets, enfin, ça coûte 30 secondes de votre temps de prendre 3-4 déchets et de les porter à la poubelle, c'est à la portée de tout le monde peut le faire. Vous nous l'avez dit également, vous n'avez fait qu'un avec la mer et vous avez été un des premiers témoins de cette pollution marine. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous avez nagé dans les eaux françaises? Vraiment, les deux endroits qui m'ont le plus choqué sont dans les Landes, entre l'entrée du port de Bayonne et puis Hendaye, la dernière ville française avant l'Espagne, où on a une soupe de plastique due à une décharge à ciel ouvert en bordure de littoral espagnol qui se déverse à cause des courants et qui viennent tout simplement sur le littoral français. Et donc le message qu'on porte depuis le début, ça colle extrêmement bien à la situation. Ce qui se passe là-bas nous concerne ici. Et des villes comme Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Anglette, etc., qui ont tourné leur économie, tout ce qui est tourisme, etc., vers la mer, sont des villes balnéaires. Ils ont besoin de l'océan pour vivre, entre guillemets, et elles sont confrontées à devoir traiter une pollution qui ne leur appartient pas. Et dans le bassin méditerranéen, c'est la même chose. On a eu beaucoup de déchets sur tout le bassin méditerranéen depuis Cerbère, mais ce qui a été le plus impressionnant, c'est par exemple dans la baie des Anges, où on a collecté une quantité de déchets impressionnante sur juste une petite portion de 25 km, et tout est écrit en italien. Donc les courants font que tout ce qui vient de l'Italie arrive chez nous. Encore une fois, ce n'est pas une critique, hein, c'est juste un constat que j'ai fait, que l'équipe également maritime a pu faire en naviguant à côté de moi. Et donc c'est vraiment pour dire qu'on est tous concernés. Ce n'est pas un problème qui est national, ce n'est pas un problème qui est que européen parce qu'on était en France et que l'Italie, l'Espagne font partie de l'Europe. C'est un problème qui est mondial. Chacun doit prendre ses responsabilités et on doit agir maintenant et très vite. Et c'est ce message qui vous a fait tenir ces 91 étapes? C'est le message et puis le fait d'avoir une équipe aussi, de se dire tu ne peux pas arrêter parce qu'il y a l'équipe, il y a tout le monde, quoi. Et donc c'est ce qui me motivait tous les jours. Je ne le cache pas, à partir de Marseille, j'en pouvais plus physiquement. J'ai baissé au niveau de mes kilos assez progressivement jusqu'à Hendaye. On a passé le bassin méditerranéen, c'était encore à peu près stable, j'ai perdu quelques kilos, mais ce n'était pas non plus impressionnant. Et arrivé à Marseille, ça a juste chuté très rapidement. Et j'ai puisé en fait toute mon énergie et mon corps puisait dans le muscle tout simplement. Et à la fin, je nageais plus, je faisais juste des mouvements qui ressemblaient à de la nage, mais c'était plus efficace. Je profitais plus de la glisse et je ralentissais en plus en naviguant. Donc j'avais hâte d'arriver à Monaco. Mais voilà, ce que je gardais en tête, c'était quand même ce message à délivrer tous les soirs avec la population locale et pourquoi j'avais décidé un jour de faire un Tour de France à la nage. Votre action a reçu de nombreux soutiens. Samuel Le Bihan était là lors de votre arrivée, le prince Albert II également. Est-ce que cela est une preuve pour vous que votre message est passé et arrivé aussi aux personnes que vous cibliez? Je ne sais pas s'il est passé, mais en attendant, on a touché des personnes qui sont sensibles à cette préservation. Samuel Le Bihan y est pour ses projets de transformation de plastique en carburant avec son association Earthwake.
le prince Albert II exactement avec toutes ses aventures, ses expéditions et puis la préservation des eaux et des océans. Donc oui, ça me touche qu'il y ait des personnes qui soient sensibles à ce message. Et puis on l'a vu sur les plages, le nombre d'estivants devenait de plus en plus important aux arrivées. On a eu des fois jusqu'à 500, 600 personnes sur la plage juste pour attendre que je sorte de l'eau. C'est même un peu perturbant quand on est tout seul dans l'eau, on est dans sa bulle et tout d'un coup on a 500 personnes. Attendez, j'ai besoin de me retrouver seul avant de vous parler parce que j'y arriverai pas. Et voilà, je sais que le message, on a porté un message, on l'a véhiculé. Maintenant, c'est pas que je passe mon flambeau, mais c'est voilà, je vous ai délivré un message. À vous de poursuivre ce message et de vous investir et de préserver notre environnement, notre écosystème. L'Australie, le Mékong, le Tour de France, le Tour de France en voiture. J'attends une question genre c'est quoi, Rémi, le prochain défi, Rémi Je ne le dirai pas. Toujours pas? Non, je le dirai toujours pas. On n'y arrivera pas? Non, pas encore. En air? Sur mer? Ça ne sera pas sur mer, ça ne sera pas en l'air. Enfin, en l'air, oui, mais mais ça sera sur de la terre. Mais on en saura bientôt? Oui, vite? Bien sûr. C'est parfait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir accueillis. Un petit clin d'œil également, puisque vous aviez présenté votre aventure à l'Institut océanographique à Paris. Ouais, la boucle est bouclée. Et vous la terminez ici au musée océanographique. C'est parfait. Merci beaucoup Rémi et à très vite, j'espère, pour parler de vos nouvelles aventures et de ce message pour l'environnement que vous essayez de faire passer. Avec grand plaisir en tout cas. Merci pour vous. Merci pour tout. C'est très gentil. Passons à présent aux prévisions météo. Ce premier week-end de l'automne sera marqué samedi par une alternance de nuages et de soleil tout au long de la journée. Dimanche, le soleil parviendra davantage à s'imposer, le mercure sera compris entre 20 et 25 degrés. Lundi et mardi, au programme, retour de cette bataille entre le soleil et les nuages dans le ciel monégasque, avant un plein soleil mercredi. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. N'oubliez pas que notre actualité se décline aussi sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous.